Donc j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Stanislas Paul. Stanislas est un de nos grands spécialistes des hépatites, à la fois tout ce qui concerne leur physiopathologie, mais aussi et surtout leur traitement. Il est professeur des universités, PUPH, il dirige le service des pathologies de l'hôpital Cochin, mais il est aussi scientifique, il a fait une carrière dans l'immunologie des infections virales et bien entendu des hépatites. Je ne vais pas citer ses prix, ses reconnaissances, ses participations à des comités, mais pour moi, en tout cas, ce que je connais de Stanislas et que j'ai toujours beaucoup admiré, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui connaît les hépatites à fond, si je puis dire, en particulier hépatite B, bien sûr, et hépatite C, et qui s'est considérablement investi dans tout ce qui concerne la mise en place des schémas thérapeutiques. Ça a été un problème, en particulier à l'époque où le sida n'était pas traité dans les co-infections VIH, hépatite, mais il a aussi beaucoup participé à la mise en place des schémas thérapeutiques actuels qui permettent, disons, de guérir, en tout cas d'éliminer l'hépatite C. Il est d'ailleurs coordinateur d'une cohorte. Il y a combien? Il y a une vingtaine de milliers 21 500 de patients hépatite B, hépatite C suivis depuis une dizaine d'années probablement, ce qui commence à donner une vraie perspective sur l'évolution, le traitement, toute la problématique des fibroses, la problématique de la oncogénèse. Donc Stanislas, c'est tout ça. J'ai pensé quand même que dans un modèle à développer d'infection virale chronique tel qu'on en a parlé aujourd'hui, c'était vraiment la personne pour vous en parler et je te remercie infiniment. Merci Philippe pour l'invitation et la gentille introduction. Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler donc du virus de l'hépatite C. Tout ce que Philippe vient de nous dire de façon passionnante sur les interactions hôte-virus s'applique réellement au modèle, on va dire, des hépatites. Alors l'hépatite, c'est une infection le plus souvent virale qui se caractérise par une inflammation du foie. Et cette inflammation du foie, si elle persiste, va conduire à des cicatrices au sein du foie, de la fibrose, qui constitue en fait l'essentiel des lésions hépatiques et dont la progression va entraîner une modification de l'architecture du foie, éventuellement résulter en une cirrhose. Je vous montrerai ça. C'est vrai pour, bien sûr, toutes les infections chroniques. Sachant que pour le virus des hépatites, l'avant-dernière diapositive sur vraiment l'évolution des concepts de tolérance et autres est totalement adaptée, particulièrement pour le virus de l'hépatite B. Là, je vous montre des données récentes pour placer l'hépatite en termes de mortalité globale dans le monde. Vous voyez que malheureusement, les hépatites sont passées donc, en une dizaine d'années de la 10e cause de mortalité à la 7e cause de mortalité et ont dépassé les fléaux que sont tuberculose, VIH et paludisme. Donc on est réellement dans une cinétique non seulement croissante, mais devant un vrai problème de santé publique. Alors je parlerai pas beaucoup du virus de l'hépatite B, enfin même pas du tout, mais vous savez que malheureusement depuis plus de 40 ans, un vaccin a été développé initialement en France et qu'on aurait été censé réussir à éradiquer le virus de l'hépatite B si la vaccination avait été très largement diffusée, ce qui n'a pas été le cas, notamment dans les pays du Sud, principalement en Afrique subsaharienne. En Asie, c'est mieux, mais ce n'est pas parfait. Et donc, il y a vraiment tout un sujet autour de ça, mais je vais exclusivement parler là, du virus de l'hépatite C. Ça, c'est pour vous montrer dans quelle situation on était il y a une vingtaine d'années. Donc 170 millions de sujets infectés par ce virus, avec des zones qui apparaissent en rouge de haute endémicité, comme la Mongolie, comme l'Égypte, où 15% de la population est infectée, donc il y a 100 millions d'Égyptiens. Ça fait, vous voyez, 15 millions de sujets chroniquement infectés. Et ces infections, d'ailleurs, sont des infections directement nosocomiales, parce que c'est un virus très majoritairement à transmission parentérale, donc lié au sang, et donc soit lié à l'usage de drogue, soit lié à des contaminations nosocomiales. Ça a été évoqué pour les transfusions sanguines jusqu'à qu'on ait les capacités de dépister le virus. Mais tous les soins médico-chirurgicaux avant les années 90 ont été et restent bien sûr dans les pays qui n'ont pas une hémovigilance efficace la cause principale de l'hépatite C.
Pour l'Égypte, c'est la campagne de traitement systématique de la bilharziose, extrêmement efficace dans les années 70, qui a été à l'origine de cette contamination nosocomiale. Les services de santé arrivaient dans un village, mettaient les 4000 villageois en ligne pour leur faire donc les traitements antiparasitaires avec une seringue, une aiguille. Et donc, dès que quelqu'un était contaminé, évidemment, tous ceux qui passaient derrière avaient une contamination. C'est ce qui explique donc ces chiffres très, très élevés. Dans d'autres pays, notamment en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, c'est vrai d'ailleurs aussi au Japon, il y a eu des contaminations liées à des scarifications folkloriques, liées à des ventouses, par exemple, pour le Japon. Enfin bon, tout ce qui est lié au sang peut être à l'origine de la transmission de ce virus. Donc vous voyez, 170 millions de porteurs chroniques du virus il y a 20 ans. Aujourd'hui, la dernière évaluation de l'Organisation mondiale de la santé montre une très nette diminution, c'est 71 millions. Donc on est passé globalement de 3%, de 2 à 3% de la population mondiale à 1%. Et ceci est lié bien sûr à l'amélioration de l'hémovigilance, donc à une réduction, notamment dans les pays du Nord, bien sûr, des risques d'infection, à toutes les politiques de réduction des risques, là je pense aux usagers de drogue. C'est aussi bien sûr lié à la mortalité des sujets infectés. Et donc vous avez des répartitions géographiques toujours très très variables, et c'est clair que dans les pays du Nord, on est dans une situation qui n'est plus un problème de santé publique. Toujours en termes d'introduction, pour vous montrer le fardeau lié à l'hépatite C, aujourd'hui, globalement, on est aux alentours de 400 000 morts par an, donc on pourrait dire que ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup moins, bien sûr, que les plus de 800 000 morts liés au virus de l'hépatite B, je le redis, malgré des traitements efficaces depuis maintenant plus de 20 ans, malgré la vaccination depuis plus de 40 ans. Donc on comprend qu'il y a des très gros problèmes sur la mise en place des politiques de prévention, de dépistage, d'accès au traitement et donc de suivi des patients traités que j'évoquerai vraiment à la fin de mon exposé. Donc l'histoire de l'infection par le virus de l'hépatite C, c'est vraiment une histoire fascinante et c'est une histoire courte et récente. Philippe a évoqué la découverte par vraiment des techniques très sophistiquées et très nouvelles en 1988, la publication est de 1989 donc, de ce virus par le groupe donc, de Michael Hutton. Et très rapidement, à partir de cette découverte, et donc, parallèlement d'ailleurs à la publication, ont été développés des tests diagnostiques, d'abord faiblement efficaces et insuffisamment sensibles et spécifiques. Et puis vraiment, en 3 ans, on est arrivé à une sophistication de l'ensemble des tests, à la fois sérologiques et virologiques, qui a permis des dépistages, donc des sujets exposés, le virus est là, et l'identification de l'ARN du virus de l'hépatite C pour confirmer qu'il existait une maladie active. Et donc vraiment, au tout début des années 90, on a pu commencer à avoir des stratégies d'identification de l'infection, de son caractère actif et de la nécessité de faire des traitements qui avaient déjà débuté à la fin des années 80 et qui étaient basés donc sur l'utilisation unique de l'interféron avec des résultats qui étaient des résultats très modestes. Donc vous voyez une histoire quand même très récente et en 30 ans, donc on a réussi le développement de toutes ces stratégies de diagnostic et de traitement efficaces. Concernant la virologie moléculaire, ça a été évoqué, il y a eu en permanence des allers-retours entre la clinique et donc les intérêts cliniques et puis tous les développements donc des outils de diagnostic moléculaire, l'identification des génotypes, il y a 7 génotypes différents du virus de l'hépatite C, avec des histoires qui sont racontées autour de la route de la soie, autour de la réimportation du génotype 3, par exemple, d'Asie du Sud-Est et donc de Katmandou par les hippies dans le secteur de la transfusion sanguine avec la contamination avant qu'on puisse détecter ces virus, donc des receveurs de sang, des tests de quantification très sensibles. Et je ne parlerai pas du tout du test de diagnostic d'infection active qui est l'antigène VHC qui a été développé il y a une vingtaine d'années mais qui n'a pas été retenu alors qu'il est beaucoup moins cher et aussi sensible et spécifique que l'ARN viral C. Donc ça, il y aura peut-être, au moins dans les pays du Sud, un regain d'intérêt.
Donc ça, c'est juste pour vous dire qu'en 30 ans, on est passé donc de la découverte du virus à une politique d'élimination donc déclarée en 2016-2017 par l'Organisation mondiale de la santé. Et on va voir un petit peu ce que signifie cette élimination, mais c'est vraiment quand même un modèle unique que une maladie chronique, en pratique là une maladie infectieuse, se termine par des politiques d'élimination 30 ans après sa découverte. Vous connaissez tous les virus ou pathogènes que Philippe vous a détaillés. Aucun d'entre eux, bien sûr, n'a connu cette histoire. Alors, je vais principalement discuter 4 points qui sont, je dirais, des points qui différencient le virus de l'hépatite C d'autres situations virales, d'autres infections chroniques. Donc, le premier point, c'est que l'infection chronique est réellement une infection systémique. Pendant très longtemps, l'intérêt pour le virus de l'hépatite C a été réservé aux hépatogastroentérologues et aux infectiologues. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de manifestations extrahépatiques qui étaient imputables et que finalement, il s'agissait vraiment d'une infection avec des conséquences systémiques à prendre en compte. Le deuxième point, qui est un point unique, c'est que c'est une infection donc chronique dont on guérisse. Tous les virus qu'on a entendus, quel que soit d'ailleurs le modèle, je dirais, de coexistence avec l'hôte, sont des infections chroniques dont on habituellement ne guérit pas. Bon, les rétrovirus du fait des phénomènes d'intégration, du fait des réservoirs, les virus ARN du groupe herpès, du fait donc de ces systèmes de latence, de quiescence qui ont été développés. Là, on est dans une situation très particulière liée à la biologie simple du virus, qui fait qu'aujourd'hui, il a fallu un certain temps pour arriver à ces traitements simplifiés. En quelques semaines de traitement bien tolérés, on guérit tout le monde. La guérison de l'infection va entraîner des bénéfices cliniques, et ce n'est pas un argument commercial de l'industrie. Je vous montrerai des données totalement indépendantes montrant vraiment la réversibilité de l'essentiel des manifestations hépatiques et extrahépatiques associées donc à cette infection. Et je terminerai par la politique d'élimination de l'OMS, juste pour évoquer, on va dire, notre situation nationale et donner des perspectives sur la situation internationale qui est beaucoup moins positive. Une infection chronique aux conséquences hépatiques et extrahépatiques, ça c'est un résumé donc, de l'histoire naturelle. Vous rencontrez le virus, donc généralement par une exposition parentérale. Vous développez une hépatite aiguë qui est le plus souvent asymptomatique. C'est à peu près 70% de formes asymptomatiques et qui vont guérir donc, ces hépatites aiguës dans à peu près un tiers des cas. C'est des guérisons donc d'autant plus fréquentes que la maladie est symptomatique, là aussi parce que ça va être une guérison totalement immunomédiée. Et donc quand il y a une réponse immunitaire puissante avec un ictère, une jaunisse, donc le tableau d'hépatite classique qu'on connaît avec les hépatites notamment A ou E, on a des chances élevées de guérison. On est aux alentours de 2 tiers à 3 quarts de chance, mais encore une fois, l'essentiel de ces hépatites aiguës sont asymptomatiques. Et on se retrouve dans une situation d'infection chronique, donc dans à peu près 3 quarts des situations. Et ce qu'on a appris donc assez tôt, c'est que l'infection chronique était en fait rarement latente. Donc vous voyez, j'ai mis plus de 95%, c'est probablement 100%, associée à des conséquences hépatiques ou extrahépatiques. La conséquence hépatique, j'ai une diapositive qui va vous montrer un petit peu l'histoire de toutes les hépatopathies. C'est une hépatite chronique avec un risque pour à peu près un quart des patients d'évolution vers la cirrhose et un risque par là même de cancer. Et c'est évidemment pour ça qu'il faut essayer de se positionner en amont de l'histoire, si possible par une vaccination, mais il n'y a pas de vaccin contre le virus de l'hépatite C. Il y a des essais de développement de vaccins combinant d'ailleurs par la même équipe que celle qui a initialement créé le vaccin de l'hépatite B, donc l'équipe de Tours, combinant à la fois le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C. Bon, c'est des travaux qui sont en cours, tout à fait intéressants. Depuis quelques années, avec les nouveaux traitements, on disait que ça ne sert à rien de se poser la question d'un vaccin, on guérit tout le monde. Mais évidemment, on ne guérira pas tout le monde, notamment pour des raisons d'accès aux soins. 2, si on a une vaccination, ça permettra de passer d'une politique d'élimination telle qu'elle est suggérée par l'OMS à une politique réelle d'éradication, comme ça a été fait bien sûr avec la variole, avec la polio
Et donc, c'est beaucoup plus intéressant, je pense, pour les générations futures. On a une hépatite chronique pratiquement toujours, même si un certain nombre de patients, on va dire 5%, peuvent avoir une situation de latence. Le virus est là, mais il ne se passe pas grand-chose au niveau du foie. Et on peut avoir une maladie générale associée à l'infection chronique et qui est liée à la présence d'une cryoglobulinémie. Donc une cryoglobulinémie, c'est en fait un complexe protéique. Vous avez le virus qui est accroché par les anticorps antiviraux. Ce complexe antigène-virus est accroché par du facteur rhumatoïde et va constituer donc un complexe protéique qui peut précipiter au froid, d'où le nom de cryoglobulinémie, dans les parois des vaisseaux de petit et de moyen calibre et donner donc une vascularite cryoglobulinémique qui va entraîner des signes cutanés, du purpura, des signes rhumatologiques, une polyarthrite, des signes neurologiques, une polyneuropathie principalement périphérique mais parfois centrale, des atteintes rénales, des glomérulonéphrite membranoprolifératives et éventuellement, en cas de sélection clonale des lymphocytes infectés à l'origine de cette cryoglobulinémie, des lymphomes qui sont des lymphomes non-hodgkiniens de type B. Le point, c'est deux informations. La première, c'est que ces cryoglobulinémies, on a appris avant la découverte du virus de l'hépatite C que c'était des maladies immunologiques, qu'il fallait immunosupprimer très puissamment ces patients qui avaient des cryoglobulinémies mixtes, donc une association d'un contingent d'immunoglobulines IgG et d'une immunoglobuline IgM. Et en fait, ce n'est pas de l'immunosuppression qu'il faut faire, c'est du traitement antiviral. Et ceci a été très bien montré assez tôt avec les traitements initiaux par interféron. Les patients qui ont un lymphome B associé à une infection virale par le virus de l'hépatite C vont avoir, dans 2/3 des cas, une rémission par la seule guérison du virus. Donc, le virus de l'hépatite C est un virus oncogène, comme le virus de l'hépatite B, comme le BV, et donc la guérison virale va pouvoir réduire les risques de lymphomagénèse. Le troisième point, qui est vraiment de découverte beaucoup plus récente et qui rejoint vraiment ce que Philippe a dit, c'est que l'infection chronique, au-delà des aspects de virus, est réellement associée à une situation d'inflammation chronique. C'est quelque chose qu'on a totalement négligé au tout début de la prise en charge du virus de l'hépatite C. Donc ça, c'est un résumé un petit peu des conséquences de l'infection. Donc vous avez le virus, il touche le foie parce qu'il y a une multiplication préférentielle dans les cellules hépatiques, mais en fait c'est très pléiotrope, avec une maladie hépatique qui au maximum donne une cirrhose et pourquoi pas un cancer. Toute cirrhose prédisposant à un risque de cancer qui est environ de 3% par an. Il peut y avoir une multiplication dans les lymphocytes à l'origine de la cryoglobulinémie, d'une vascularite avec le risque de lymphome, et puis le risque aussi d'infection, d'atteinte rénale. Et puis il y a une inflammation chronique qui va être à l'origine de troubles neurocognitifs, notamment d'une fatigue qui est assez fréquente au cours des hépatites, qui n'est pas très bien comprise, qui est peut-être liée directement au neurotropisme du virus, mais aussi éventuellement à des expressions cytokiniques intracérébrales ou à l'inflammation générale. Il y a un risque à peu près de 1,5 fois plus de diabète et beaucoup plus d'insulinorésistance, des risques cardio- ou cérébrovasculaires en plus de risques rénovasculaires, 2 à 3 fois plus d'atteintes vasculaires, avec la morbidité et la mortalité associées. Et puis des risques, dit-on, de cancer extra-hépatique, là aussi des risques qui ont été appréciés à 2 ou 3 fois plus. Sincèrement, en dehors du lymphome et du cholangiocarcinome intrahépatique, je ne suis pas certain que les études aient pris en compte les facteurs confondants comme le tabac ou l'alcool pour les risques, par exemple, de cancer des voies aériennes supérieures ou des cancers digestifs. Ça, c'est donc les conséquences hépatiques. Je vous montre ça juste pour vous donner en fait les cofacteurs d'aggravation des maladies hépatiques. Bien sûr, il y a les virus. Vous le savez, il y a l'alcool. Aujourd'hui, la cause principale de maladies hépatiques dans le monde, c'est l'obésité. C'est le syndrome métabolique. Donc, dans les journaux, on vous dit c'est la cirrhose du soda. Et puis, bon, il y a des maladies dysimmunitaires.
toutes racontent la même histoire. Il y a une inflammation, donc il y a une infiltration à l'intérieur du foie avec des types de cellules différentes qui va être à l'origine donc, de la fibrose, donc de la cicatrice qui dissèque l'architecture harmonieuse du foie, donne des micronodules, donc c'est la cirrhose, et dont l'évolution va donner des complications potentiellement mortelles, non carcinomateuses ou carcinomateuses. Et donc, nous, on s'occupe le plus possible des patients en amont pour essayer, bien sûr, de contrôler les maladies virales, mais il faut, bien sûr, parallèlement, et souvent par des prises en charge multidisciplinaires, s'occuper des comorbidités, alcool ou syndrome métabolique, si on veut aider à la réparation hépatique efficace, qui est toujours possible, quel que soit en fait le stade de la maladie hépatique, et je l'évoquerai parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu. Les données de registre, donc les données de registre, des données on va dire rétrospectives, vous interrogez souvent des informations des équivalents de caisses d'assurance maladie. Ça, ce sont des cohortes taïwanaises très informatives, ont montré que la mortalité hépatique quand on a une infection active par le virus de l'hépatite C est à peu près 10 fois supérieure à celle observée, soit dans la population générale, soit en bleu dans la population de sujets qui auraient eu une infection, donc qui ont des anticorps dirigés contre le virus de l'hépatite C, mais qui ont guéri de l'infection. Pour la mortalité extrahépatique, c'est à peu près 2 fois plus, donc ce n'est pas juste théorique. Il y a des risques hépatiques et extrahépatiques qui sont associés à ces infections, et on peut espérer évidemment qu'avec des traitements qui seraient efficaces, on revienne à une situation entre guillemets normalisée de risque de morbie ou de mortalité associée au virus. Donc, quand on voit ce risque hépatique, c'est clair qu'il faut qu'on apprécie chez un patient qui a une infection chronique, donc définie par des anticorps présents et un virus détectable, quel que soit le test qu'on va utiliser, qu'on apprécie la sévérité de la maladie hépatique sous-jacente. Et pendant très longtemps, en fait, ça a été la seule indication pour traiter les patients, et on négligeait, en fait, on ignorait tout l'aspect extrahépatique. Il y a eu beaucoup de progrès dans les années 2000, très majoritairement des progrès franco-français, pour remplacer en fait la biopsie hépatique qui a été développée juste après-guerre et qui était la seule façon en fait d'apprécier ce qui se passait au niveau du foie en termes de fibrose et en termes d'activité. Bon, là, on a une maladie inactive, mais vous voyez que ces bandes de fibrose ont complètement disséqué l'architecture du foie, et on a donc des nodules de régénération, c'est ça qui définit la fibrose, qui sont complètement dévascularisés. Habituellement, on a dans les lobules hépatiques une veine centrale et puis des veines et artères périphériques. Là, vous voyez que l'ensemble de ces nodules de régénération sont dévascularisés. Bon, c'est un aspect typique de cirrhose, ce sont les nodules qui définissent la maladie hépatique. Et donc, pour éviter d'avoir à faire ces gestes invasifs, on passe une aiguille entre les côtes, on continue d'en faire, mais beaucoup moins qu'il y a 20 ou 30 ans, ont été développés des tests sanguins. Donc c'est très simple, vous faites une prise de sang, on combine un certain nombre de marqueurs, qui ne sont d'ailleurs pas obligatoirement des marqueurs de fibrose, mais qui peuvent aussi être des marqueurs de fibrose pour certains tests, et on va avoir la capacité de classer les patients en fonction de leur niveau de fibrose. F0, ce n'est pas de fibrose, F4, c'est une cirrhose, et donc on aura la possibilité de dire à partir de cette prise de sang, voilà, le patient il est F2. C'est important en termes d'information, c'est important en termes de pronostic, c'est très important en termes d'indication thérapeutique, plus pour le virus de l'hépatite C, parce qu'aujourd'hui, je vais vous le dire, on traite tout le monde, on a du moins l'autorisation de traiter tout le monde, mais c'est très important pour d'autres maladies hépatiques, notamment par exemple pour le virus de l'hépatite B. L'indication des traitements est actuellement réservée, et c'est discutable, aux patients qui ont au moins une fibrose F2, donc il faut les classer. Et on peut les classer par ces tests sanguins. Ont été développés aussi des tests morphologiques, ça c'est l'élastométrie. La première machine qui a été développée s'appelle le FibroScan, qui vient de l'industrie agroalimentaire. On utilisait cette machine pour mesurer la dureté des fromages. Et quelqu'un, donc, au début des années 2000, a eu la bonne idée de se dire on pourrait peut-être mesurer la dureté des organes. Et donc, c'est ce qu'on fait là tous les jours. On envoie une onde ultrasonore à l'intérieur du foie entre les côtes,
et la machine intègre donc la vitesse du retour de l'onde ultrasonore, vitesse d'autant plus rapide que le foie est dur. Donc, comme sur un mur de tennis, le retour de la balle évidemment est rapide parce que le mur est dur. Et là, à partir en fait du résultat qui s'affiche et de 10 mesures, on va pouvoir dire au patient, voilà quelle est la dureté de votre foie. C'est juste pour vous dire qu'on est passé d'une méthode où moi, quand j'ai commencé mon internat, les patients venaient souvent 3 semaines pour faire la biopsie parce qu'on attendait très longtemps une échographie et puis ensuite on les gardait parce qu'on était inquiet. Bon, maintenant les biopsies, on les fait sur une hospitalisation de 4 heures. Et puis ça, c'est 1 minute 30. Donc évidemment, en termes de performance sur le nombre de patients qu'on peut dépister et évaluer en termes de fibrose, il y a eu des progrès qui sont vraiment majeurs. Bon, pour ce qui concerne donc les aspects extra-hépatiques, évidemment, il y a eu là aussi énormément de progrès. Et juste pour rappeler qu'à la fois pour ces raisons hépatiques et extra-hépatiques, il faut considérer le traitement. Alors la seule infection chronique dont on guérit, ça c'est quand même quelque chose de fantastique avec des traitements faciles. Ça c'est lié à la biologie simple du virus. Donc, je ne suis pas du tout biologiste, mais je vais essayer de vous faire quelque chose de simple. Donc c'est un virus à ARN, et puis qui va être traduit en une polyprotéine qui est ensuite scindée en des protéines structurales et non structurales. Ce clivage donc, de la polyprotéine il est autorisé par une protéase, la protéase NS3-NS4B, et ça a été vraiment la première cible de développement des anticorps, des traitements antiviraux oraux, et ça a été vraiment une rupture, je dirais, dans les traitements qu'on faisait antérieurement. Et en inhibant cette protéase, on empêche donc le clivage de la polyprotéine et on empêche par là même l'organisation structurale du virus, notamment sous la responsabilité de cette protéine NS5A qu'on appelle le complexe de replication, qui participe à la replication, mais aussi à la fabrication des virions et à leur exportation. Donc on bloque l'ensemble. Et puis on empêche aussi la polymérase de fonctionner, polymérase qui assure bien sûr l'ARN, donc la replication de l'ARN. Aujourd'hui, et je vais vous le montrer, on a des inhibiteurs spécifiques de ces 3 protéines principales, la protéase, le complexe de replication et la polymérase. Et en combinant 2 ou 3 de ces inhibiteurs, on réussit à obtenir un contrôle complet de la multiplication virale. Alors, ceci est simple parce que la replication est une replication exclusivement intracytoplasmique. Pour le virus de l'hépatite B, par exemple, pour lequel on a des très bons inhibiteurs de la reverse transcriptase, comme pour le VIH, c'est-à-dire qu'on bloque la multiplication du virus, mais on n'arrive pas à s'en débarrasser, très simplement parce que la replication est intranucléaire, donc un adressage beaucoup plus difficile, qu'il y a un microchromosome, l'ADN super enroulé, qu'on n'arrive pas, en fait, je dirais à la fois à désenrouler et donc à empêcher, puisque c'est l'amorce de replication du virus, qu'il n'assure une replication persistante. Donc on se contente juste d'inhiber la reverse transcriptase. Et puis il y a les phénomènes d'intégration, parce que le virus de l'hépatite B est en partie rétrovirus, qui font qu'il y a de l'hépatocarcinogénèse virale, il y a de la persistance de synthèse, par exemple, de l'antigène d'enveloppe du virus à partir de séquences intégrées, ce qui fait qu'on n'a pas de guérison. Donc on va avoir aujourd'hui la possibilité d'inhiber l'ensemble de ces étapes de la replication virale et le système immunitaire va se débarrasser, on va dire, des hépatocytes infectés et permettre donc une clairance virale complète. Donc pour le virus de l'hépatite C, contrairement à tous les autres virus, il n'y a pas de réservoir, il n'y a pas de reverse transcription et donc il y a une réponse virologique prolongée qui correspond à une guérison virologique complète. Donc cette réponse virologique prolongée, on l'apprécie par une recherche du virus dans le sérum. 3 mois après la fin du traitement, si le virus est plus détectable, l'histoire est finie, le patient est guéri virologiquement. Et on a montré ça il y a très longtemps. À l'époque, malheureusement pour les patients, on faisait des biopsies. Et donc on avait regardé pour les patients qui n'avaient plus de virus détectable dans le sérum, s'il y en avait dans le foie ou dans les cellules mononucléées du sang périphérique. Et donc à cette époque-là, on avait montré, et on avait d'ailleurs insisté pour parler de guérison virologique, qui a toujours été un sujet difficile parce qu'on ne connaissait pas d'infection chronique
virale dont on guérisse, on avait insisté pour parler de guérison, parce qu'il s'agit bien d'une guérison. Et la meilleure démonstration, au-delà de l'extrême sensibilité des tests virologiques dont on dispose aujourd'hui, c'est que si vous prenez un organe d'un patient qu'on a guéri de son infection chronique par le virus de l'hépatite B, c'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec des donneurs de reins infectés. Donc, systématiquement, les donneurs sont dépistés, et puis s'ils ont une infection virale C, on les traite, on les guérit, ils donnent leur organe à leur famille, principalement, et il n'y a aucune transmission du virus, qu'on ne voit évidemment pas avec le virus de l'hépatite B. Si vous faites ça avec une infection virale B, même s'il y a une virosuppression efficace et un ADN viral indétectable, c'est sûr que vous transmettrez le virus de l'hépatite B avec 100% d'infection chronique s'il n'y a pas de prévention associée. Donc vraiment, on a des éléments aujourd'hui pour dire que c'est une vraie guérison virologique. Donc, une maladie systémique dont on guérit et pour lesquelles il y a des bénéfices associés à la guérison. Alors pour faire assez simple, je vous ai marqué, la guérison virologique ne s'accompagne pas constamment d'une guérison clinique, très simplement parce qu'une cirrhose ou une polynévrite invalidante, ça va prendre du temps pour s'améliorer. Donc le message, c'est quand il y a des manifestations sévères associées à l'infection chronique, on dit aux patients qu'ils sont guéris virologiquement, on le dit à leurs médecins, mais on ne leur dit pas qu'il faut arrêter tout suivi parce que la pathologie hépatique sous-jacente, les comorbidités éventuelles font qu'ils restent éventuellement à risque de développer des complications. Et puis par ailleurs, pour les aspects extra-hépatiques, c'est vrai que du fait des comorbidités, on peut aussi avoir d'autres pathologies associées ou un risque qui persiste de pathologie cardiovasculaire. Néanmoins, avec les traitements, globalement, ce qui était suggéré, c'est-à-dire la réduction de la mortalité liée au foie ou aux aspects extra-hépatiques, est très clairement montré. Alors, je vais vous donner des exemples qui viennent de cohortes françaises, un par chauvinisme et deux parce que ce sont en fait les rares cohortes prospectives dont on dispose. Ça, c'est une cohorte qui s'appelle CIRVIR, de cirrhotiques. Toutes les cohortes sont des cohortes de l'ANRS, donc l'Agence nationale du sida et des hépatites, pour une raison très simple, c'est que depuis 1999, tout ce qui est recherche à la fois d'amont et recherche clinique sur les hépatites a été intégré donc, à l'ANRS qui faisait la recherche sur le VIH. Donc on est sponsorisé et soutenu par l'ANRS, qui est maintenant une agence donc, de l'INSERM, mais donc, toutes ces cohortes sont des cohortes ANRS-INSERM. Ça, c'est la cohorte CIRVIR, qui est une cohorte de cirrhotiques. Donc, on est parti de 1800 cirrhotiques, ayant une cirrhose prouvée histologiquement, qui étaient des cirrhotiques qui n'ont jamais eu de complications de leur cirrhose, donc ce qu'on appelle des cirrhoses compensées, et il était prévu de les suivre pendant 10 ans, donc ce sont des cohortes observationnelles. Et bien sûr, on a eu l'opportunité d'utiliser un certain nombre de traitements au cours du temps pour ces patients, en fonction, bien sûr, de l'évolution des traitements, mais c'était majoritairement pour cette cohorte, pour des raisons historiques, des traitements à base d'interférons, juste pour vous montrer que les patients qu'on guérit, donc les patients qui ont une réponse virologique prolongée, SVR en anglais, ont un risque de cancer très significativement réduit par rapport à ceux qui ne sont pas guéris. Donc c'est juste la démonstration qu'en guérissant les patients, on réduit les risques de survenue de morbidité hépatique et principalement d'ailleurs du cancer. Point intéressant, si vous n'avez pas de surpoids, si vous n'avez pas de diabète, si vous n'avez pas de surconsommation d'alcool, à 1 an, le risque est à 0 et on ne voit plus d'événements. Donc c'est juste pour dire que, évidemment, on s'occupe du virus, mais aussi des comorbidités pour réduire les risques de survenue des complications. Deuxième bénéfice associé, c'est le bénéfice en termes de survie globale. Et je montre ces résultats d'abord parce qu'ils vont être publiés prochainement et surtout parce qu'ils ont été à l'origine de beaucoup d'agitations ces 2 dernières années et que là aussi on a eu l'opportunité de montrer des résultats, je trouve, très intéressants sur le plan méthodologique. Je sais que vous avez des cours de méthodologie. Il avait été suggéré en avril 2016 que les nouveaux traitements, ce qu'on appelle les antiviraux directs, les DAA, augmentaient les risques de survenue du cancer et qu'il ne fallait surtout pas traiter les cirrhotiques, ce qui était évidemment
une inquiétude, puisque à cette époque-là, on avait pratiquement le droit de traiter que les cirrhotiques. Donc c'était assez malvenu de les traiter si on avait un risque augmenté de survenue de cancer. Et quand on regarde donc, dans cette cohorte, donc, encore une fois, c'est 21 500 qui ont une hépatite avec différents quotas qu'on avait définis au départ, et donc 14 500 hépatites C, traitées ou pas traitées. Et donc on compare là les patients qui ont reçu ces nouveaux traitements, les antiviraux directs, vous voyez un peu plus de 13 500 patients année, aux patients qui n'ont pas reçu les antiviraux directs, 12 700 patients année, et vous voyez assez clairement qu'en effet, il y a plus de décès, il y a plus de cancers chez les patients traités que chez les patients pas traités, plus de décompensation de la cirrhose, donc une petite inquiétude, d'autant plus que quelques études rétrospectives avaient suggéré donc qu'on puisse être éventuellement délétère en traitant ces patients. Et donc, en effet, une comparaison brutale vous dit, bah oui, vous n'avez pas loin de 3 fois plus de risques de survenue du cancer. Et c'est là où les méthodologistes vraiment sont cruciaux dans l'analyse de ces big data. C'est que, bien sûr, qu'on peut faire une analyse univariée en faisant une comparaison comme ça, face-face, mais en France et dans beaucoup d'autres pays nord-européens, en dehors d'ailleurs de l'Allemagne, on avait une priorisation des traitements pour les patients les plus graves. Et donc, les patients qui ont été traités sont ceux qui avaient de la fibrose extensive et de la cirrhose, et donc plus de risques de développer du cancer que ceux qui n'étaient pas traités parce que, majoritairement, ils avaient des maladies hépatiques modérées. On pouvait traiter, donc, dans le cadre des priorisations, ceux qui avaient des maladies hépatiques avancées ou ceux qui avaient des vascularites symptomatiques. Et donc, les méthodologies de correction, de pondération, quel que soit d'ailleurs le type, score de propension, IPTY ou autre, permettent en fait d'homogénéiser les populations comparées. Juste à titre d'exemple, on a 70% de fibrose significative contre 10% chez les patients traités ou non traités respectivement. Donc il faut évidemment corriger ce risque. Et par la correction, on montre qu'on réduit les risques de survenue du cancer lorsqu'on traite les patients, quelle que soit la méthodologie. Et vous voyez qu'on a une réduction en fait à 2 ans qui est une réduction de 50% du risque de cancer. C'est évidemment rassurant. Et c'est juste pour montrer l'importance de la méthodologie dans l'analyse de résultats. Même si ce sont des données prospectives, il importe bien sûr de prendre en compte ces hétérogénéités dans la compréhension des choses. Alors, ceci est vrai pour les patients cirrhotiques, mais de toute façon, c'est vrai aussi pour l'ensemble de la population. Vous avez le détail donc, du nombre. Et donc, je pense la première démonstration prospective que de traiter les patients apporte un bénéfice en termes de réduction. Alors, ce bénéfice, il est probablement lié à une propriété exceptionnelle du foie qui est la capacité donc, de remodelage de la fibrose. Donc ça, ce sont des schémas théoriques montrant globalement la progression de la fibrose avec les causes principales où manque le syndrome métabolique donc des maladies chroniques du foie, les mécanismes d'inflammation à l'origine de la fibrose et évidemment, c'est le mythe de Prométhée. Lorsque vous contrôlez les facteurs donc, à l'origine de l'inflammation et de la fibrose, du fait d'ailleurs de mécanismes parfaitement réversibles de transformation myofibroblastique des cellules étoilées du foie qui vont déposer la fibrose, on va pouvoir voir un remodelage, et on va pouvoir voir un remodelage parfois complet. Ça, c'est les premiers patients qu'on a observés. Vous voyez là une cirrhose typique, encore une fois avec des nodules de régénération, encore une fois avec la dévascularisation. Et puis ce patient, 5 ans après une guérison, il avait reçu 2 traitements, avait pratiquement plus de fibrose, et une architecture hépatique reconstituée avec une triade portale, des veines centrolobulaires, ici un autre espace-port, plus du tout de fibrose, plus du tout d'inflammation. C'est juste pour vous dire qu'on a eu beaucoup de mal d'ailleurs à publier ces résultats, pas obligatoirement dans des journaux fantastiques, très simplement parce que les gens vous disaient vous êtes gentil, mais la cirrhose c'est une maladie irréversible, on l'a toujours dit d'ailleurs à juste titre, vu qu'on n'a jamais rebiopsié des patients cirrhotiques. Et en fait, on rebiopsiait ces patients parce qu'ils étaient inclus dans des protocoles de traitement. Et on a eu la surprise, avec beaucoup d'autres, d'observer cette capacité de réversion. Et l'information importante, c'est que, on a eu beaucoup de mal parce qu'on nous disait, voilà, vous, votre biopsie, globalement, c'est un 50 millième du foie que vous biopsiez. Il est possible que vous passiez, en fait, entre les nodules. Critique tout à fait recevable, tout à fait juste.
Et on a eu l'opportunité de montrer donc, sur des foies entiers que c'était vrai aussi chez des patients dialysés donc, qui avaient une cirrhose initiale et qui allaient donc, selon les recommandations de l'époque, à une double greffe hépatique et rénale, qu'on avait guéri donc, de l'hépatite C parce qu'il faut guérir de l'hépatite C avant la transplantation à cette époque. Et on avait donc, d'une certaine façon, le regret de s'apercevoir que l'explant n'était pas du tout cirrhotique, que c'était un foie avec une fibrose intermédiaire et qu'on aurait pu garder le greffon hépatique pour d'autres patients. Aujourd'hui, encore une fois, la cirrhose virale C guérie n'est plus une contre-indication à la transplantation rénale seule. Le point important, c'est que c'est vrai pour l'hépatite C, c'est vrai pour toutes les autres causes de cirrhose. Une très grande série d'enregistrement d'un des antiviraux du virus de l'hépatite B qui s'appelle le tenofovir, un analogue nucléotidique, où des biopsies étaient prévues au départ à 1 an, à 5 ans, a montré à 5 ans 70% de réversion de la cirrhose virale B. On a rapporté beaucoup d'autres modèles, l'hémochromatose, la maladie de Wilson, surtout les hépatites auto-immunes, mais aussi l'alcool ou le syndrome métabolique si on se prend en charge sur le plan hygiéno-diététique. Donc s'il y a quelque chose à mémoriser en dehors de la guérison de l'hépatite C aujourd'hui, c'est les cirrhoses sont réversibles si on s'en occupe assez tôt, mais si on s'en occupe très activement, c'est-à-dire qu'on contrôle l'ensemble des éléments participant à la fois bien sûr à la progression de la fibrose et à la limitation des capacités de remodelage, c'est-à-dire aux comorbidités hépatiques. Toujours dans la cohorte CIRVIR, ont été montrés à côté de la réduction donc, des risques de survenue du cancer ou de décompensation, une réduction de survenue des infections bactériennes, et puis beaucoup plus intéressant, parce que ça avait été suggéré encore une fois à partir des registres, mais non montré de façon prospective, une réduction de 50% à 3 et 5 ans des événements vasculaires, infarctus, accident vasculaire cérébral ou artériopathie oblitérante des membres inférieurs symptomatiques. Donc juste pour dire, dans cette population qui est à très haut risque vasculaire, parce que la cirrhose augmente les risques d'artériosclérose, notamment carotidienne, il est montré donc une réduction des événements. Et d'ailleurs, en mesurant l'intimat des carotides sous traitement antiviral, on voit une réduction. Donc c'est assez fascinant de voir que le contrôle de l'inflammation aide encore une fois au contrôle de ses conséquences, et notamment de l'artériosclérose. Toujours dans notre cohorte hépatère, avec les mêmes méthodologies, on montre une réduction de la mortalité globale. Donc il y a évidemment une réduction de la mortalité hépatique, mais vous voyez que dès 1 an, il y a une réduction de la mortalité globale chez des patients ayant des maladies hépatiques sévères, mais aussi chez des patients n'ayant pas de maladie hépatique sévère. Et donc le message assez simple, c'est qu'à partir de ces données qui nous ont été demandées d'ailleurs par la Haute Autorité de Santé pour dire est-ce que ça vaut la peine de traiter des patients qui ont des maladies hépatiques minimes, ben oui, ça vaut la peine parce qu'on réduit des manifestations extra-hépatiques et qu'on augmente bien sûr leur espérance de vie et donc leur cotisation, ce qui est bon pour l'économie, avec donc des traitements qui sont considérés comme coûts efficaces. Là, je vous ai détaillé tout ce qui s'est passé en fait ces 5 dernières années sur le développement des nouveaux traitements et sur les accès aux traitements. Je ne vais pas du tout aller dans le détail. Le message, c'est que jusqu'en 2014, on a en fait utilisé des traitements principalement à base d'interférons. Donc on a commencé en 87-88. Donc au départ, c'était des injections sous-cutanées, des auto-injections tous les jours ou tous les 2 jours. À partir de 1995, ça a été 1 fois par semaine, parce que l'interféron a été pégylé. Et ça a été associé à un analogue nucléosidique qui s'appelle la ribavirine. Et on a pu comme ça augmenter de 6 à 10, puis à 40%, qui était, je dirais, le taux global de guérison, toute population confondue, donc l'espoir de guérison pour les patients. Le problème, c'est que c'était 1 an de traitement, avec un syndrome pseudogrippal induit par l'interféron, avec des troubles neuropsychiques, pas mal de dépression, de tentatives de suicide ou de réussite d'ailleurs, ou d'homicide, pas mal de neutropénie et de myélosuppression, donc énormément d'effets secondaires, de stimulation de maladies dysimmunitaires. Donc pour les patients, ça a été vraiment très dur, mais ça ne nous a pas empêché de traiter environ 100 000 Français, dont je le redis, à peu près la moitié ont été guéris.
Et puis les premiers inhibiteurs de protéase, le télaprévir et le bocéprévir, sont apparus en 2011 et ont été toujours associés au traitement antérieur. On a pu réduire de moitié la durée des traitements et guérir à peu près 75% des patients. Et ces deux inhibiteurs de protéase qui ont eu le prix Galien, donc reconnus comme vraiment une très belle réussite pharmacologique, ont perdu en fait leur autorisation en 2014. Donc une durée de vie de ces drogues très très innovantes, extrêmement courte, pour ces drogues d'ailleurs très chères. Et puis ensuite, il y a eu plein de développements, donc un inhibiteur de polymérase, des inhibiteurs de protéase de deuxième vague, le premier inhibiteur du complexe de replication, et puis ensuite il y a eu des coformulations de 2 ou 3 molécules. Et globalement, le message, c'est qu'aujourd'hui, on guérit tout le monde. Alors, vous avez ici les restrictions qu'on a eues de l'accès au traitement. On a commencé à la fin 2013 par des autorisations de traitement de transplantés hépatiques qui étaient censés mourir dans l'année. En 2014, on a eu l'autorisation donc, de traiter des patients avec des fibroses sévères avant ou après transplantation hépatique, et puis des vascularites symptomatiques. Et puis en 2015, ça s'est ouvert à des fibroses intermédiaires, et depuis le janvier 2017, on peut traiter tout le monde. Donc vraiment, là maintenant, il y a un accès, évidemment, un remboursement complet de tous ces produits. Et donc les recommandations de traitement sont des recommandations très simples. Il faut traiter tous les sujets infectés, en considérant évidemment par priorité les patients qui sont à plus haut risque parce qu'ils ont une maladie hépatique ou extrahépatique sévère, parce qu'ils ont un risque d'évolution rapide de leur fibrose, notamment comme on le voit après les transplantations. Donc ça, c'est vraiment le bénéfice individuel, et aussi parce qu'ils ont un risque éventuellement de dissémination, les usagers de drogue, les prisonniers, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et ça, je vous montre des données de la clinique de co-infectés VHC d'Amsterdam, montrant que le traitement systématique de ces populations dites prioritaires, en cas d'hépatite aiguë par infection ou par réinfection, permet de réduire en 18 mois de 50% dans cette communauté la survenue d'épisodes aigus. Donc un bénéfice individuel et un bénéfice collectif. Les données des essais d'enregistrement des drogues sont totalement superposables aux données de la vraie vie. Comme on a des traitements très courts, on génère très vite des données de vraie vie. Donc ça, c'est un résumé qui a été publié cette année des résultats de l'une des 3 drogues principales qu'on utilise aujourd'hui. Je n'irai pas du tout dans le détail parce que c'est très très monotone. Chez des patients non cirrhotiques, on fait 8 semaines de cette combinaison d'un inhibiteur de protéase et d'un inhibiteur NS5A. Et on obtient, vous voyez, 99% de guérison, quel que soit le génotype. Avant, on faisait des choix des durées de traitement, des combinaisons thérapeutiques en fonction des profils patients, en fonction des génotypes, en fonction de la sévérité de la maladie hépatique, en fonction du poids. Aujourd'hui, tout ça a été complètement solubilisé par la très grande efficacité des traitements pangénotypiques. Et donc, il n'y a plus aucune subtilité. On donne pour 8 ou 12 semaines différents traitements. Ça, c'est les résultats chez le cirrhotique. Vous voyez que c'est pareil, c'est 98% de guérison. Et ça, c'est des résultats donc, du concurrent principal. Donc là, c'est les 2 drogues, je dirais, de première ligne aujourd'hui. L'inhibiteur de polymérase sofosbuvir et un inhibiteur NS5A, velpatasvir. Ils sont donnés 12 semaines. L'avantage là, par rapport au précédent qui est donné en 3 gélules par jour, c'est que c'est une coformulation d'une seule gélule, donc c'est une gélule pour 12 semaines, qui permet d'obtenir, vous voyez, aux alentours de 97 à 100% de guérison des populations. Alors, quelle est la tolérance de ces produits ? Je vous l'ai dit, avant, les traitements par interféron, c'était réellement très, très pénible pour les patients. On en a dégoûté beaucoup, qui commencent à revenir maintenant dans le soin. Mais la tolérance est vraiment très bonne, et vous voyez toujours dans la cohorte hépataire, si on regarde les patients traités et les patients non traités, en personnes années, la distribution des effets secondaires sévères est absolument comparable. Donc on est très rassuré, c'est des traitements qui se passent bien, même pendant le traitement, les patients disent que ça va beaucoup mieux, donc on n'a pas de souci. La seule chose, c'est que, évidemment, ces grandes données ne permettent pas d'identifier des petits événements
qui ne modifie d'ailleurs pas la prescription. Ça, c'est des données qu'on avait rapportées il y a quelques années, juste pour dire que l'exposition à certaines drogues peut donner des troubles du rythme cardiaque. Là, c'est quelques cas de bradyarrhythmie qu'on a rapportés. Certains de ces patients ont dû avoir une mise en place de pacemaker et, contrairement à ce que disait le laboratoire, ont montré par les enregistrements des pacemakers que tant qu'il y avait une exposition à la drogue, il y avait une dysrythmie qui disparaissait dès qu'on arrêtait l'exposition. C'est juste pour dire, on identifie comme ça, de façon anecdotique, des événements qui ne limitent pas l'accès au traitement, mais qui justifient bien sûr une intervention des patients et des médecins. Les recommandations européennes sont très simples. Donc on utilise pour 8 ou 12 semaines les produits. Donc 8 semaines pour celui-là, 12 semaines pour un autre chez les patients non cirrhotiques et chez les patients cirrhotiques. C'est globalement 12 semaines, même si on peut dans certaines situations réduire la durée de traitement. Le point important est en fait ici, c'est que c'est des traitements sans interféron, sans ribavirine, très bien tolérés, et la seule limite aujourd'hui, c'est d'éventuelles interactions médicamenteuses avec d'autres traitements, notamment les antirétroviraux, pour lesquels il faut une aide assez facile avec les outils électroniques d'aujourd'hui pour s'assurer qu'on ne va pas sous-doser ou surdoser des patients avec d'ailleurs soit les comédications, soit les traitements antiviraux eux-mêmes. Donc si on résume les choses, on est probablement à la fin du début ou au début de la fin de l'histoire de l'hépatite C, parce qu'on a la grande efficacité de ces traitements pangénotypiques, très facile d'usage avec des bénéfices. Et donc, il est parfaitement logique que l'ensemble des autorités de santé aient considéré qu'il fallait traiter tout le monde et donc favoriser le dépistage. Je vais juste terminer par la politique d'élimination de l'OMS, qui est une politique assez ambitieuse, mais probablement un peu illusoire. L'objectif, c'est en 2020 de réduire de 30% et de 10% respectivement les nouvelles infections et les décès liés aux hépatites, et en 2030 de 90% les nouvelles infections et de 65% la mortalité. On sait de l'ensemble des modélisations que ça sera réel en Europe du Nord, que c'est impossible aux États-Unis parce qu'il y a une épidémie de contamination virale C par l'usage de drogue, très simplement parce qu'il n'y a pas de politique de réduction des risques et que vous savez que la situation, notamment pour les plus précaires, n'est pas obligatoirement très protectrice, et c'est évidemment complètement impossible en Afrique du fait de l'absence d'accès au traitement. Donc je pense que c'est très important que cette politique soit menée, mais il va falloir faire beaucoup de choses pour qu'elle puisse être réaliste ailleurs que dans les pays du Nord. Alors, parmi les choses qui peuvent être faites, c'est améliorer le dépistage, améliorer l'accès aux soins, améliorer le suivi des patients. Il y a tout un ensemble de politiques. Et je dois dire, là, on avait un congrès de 2 jours, les politiques sont très variables en fonction des pays. Nous, on a fait un choix de politique étagée en traitant les plus sévères, en ouvrant à ceux qui avaient des risques de contamination, et puis finalement en proposant un traitement de toute la population. Ça, c'est des propositions qui sont récentes, l'autorisation. Avec un dépistage et un accès universel donc, au traitement, on aura la capacité de guérir probablement l'ensemble de la population française. Les chiffres sont des chiffres assez fantaisistes. On parle de 150 000 infections résiduelles, c'est plus probablement 70 000, et on traite à peu près et guérit environ 15 000 Français par an. Donc très probablement en 2025, comme l'a prévu le ministère, l'élimination de l'hépatite C sera possible en France. Pas l'éradication, parce que l'éradication, c'est empêcher tous les nouveaux cas, et ça serait uniquement par la vaccination. Actuellement, ne serait-ce que du fait de la politique migratoire, on ne peut pas empêcher les nouveaux cas d'arriver, il faut les dépister, les traiter, et évidemment, les populations les plus vulnérables ne sont pas actuellement extrêmement bien prises en charge. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport à ça, même chez nous. Donc les efforts, beaucoup ont déjà été faits. Accès universel au traitement, simplification des stratégies thérapeutiques, donc ça c'est déjà acquis.
Et puis la troisième voie qui est importante et qui devrait survenir là, dans les jours ou semaines qui viennent, c'est l'ouverture de la prescription des antiviraux directs à l'ensemble des cliniciens et non plus donc une restriction aux infectiologues et aux hépatogastroentérologues ou aux spécialistes de médecine interne. Si évidemment les addictologues qui sont dans les structures de soins aux usagers de drogue comme les CARU, dans les salles d'injection, si les médecins des prisons, si les médecins généralistes ont l'autorisation de faire le dépistage et le traitement, on arrivera très probablement aux objectifs d'élimination. Je ne vais pas du tout aller dans le détail de ces perspectives de décentralisation du soin. C'est quelque chose de majeur. Ça commence à se faire. Il faut évidemment de l'éducation à la fois des patients, qui constituent d'ailleurs des vrais vecteurs d'accès au traitement et au dépistage pour leurs pairs, mais c'est aussi beaucoup d'éducation des médecins qui ne sont pas obligatoirement passionnés, et ça se défend par l'hépatite C. Et puis il faut aussi intégrer tous les nouveaux tests diagnostiques rapides dans ces structures de soins. Là, c'est aussi quelque chose d'assez difficile. Donc on a vraiment des tests à la fois sérologiques et virologiques, donc dits de point of care, donc vraiment de diagnostic au lit du malade. Donc là, c'est un device qu'on a d'ailleurs développé donc à l'Institut Pasteur. Vous mettez une goutte de sang et au bout de 20 minutes, vous avez un résultat donc qui est un résultat virologique. Donc vous pouvez dire chez quelqu'un qui a éventuellement été identifié précédemment par des tests soit de buvard, soit des tests craviculaires, donc rapides de diagnostic sérologique et qui sont positifs, oui, il y a une infection active. Vous avez la réponse en 20 minutes et le patient part avec sa prescription. Si c'est un usager de drogue à la vie chaotique, il vient très régulièrement chercher ces produits pour essayer d'avoir un accès aux soins. Je terminerai par le coût des traitements qui a fait l'objet de nombreuses publications dans la presse générale. Juste pour vous dire, c'était au tout départ environ 75 000 € la guérison. Aujourd'hui, le traitement en France, c'est à peu près 28 500 € pour la guérison. C'est aux alentours de 35 000 en Suède ou en Allemagne. Mais en commandant des génériques, ce qui est possible à l'échelle individuelle, vous pouvez les avoir aujourd'hui aux alentours de 500 à 750 € les 12 semaines. En négociant bien, Médecins sans frontières les a à 125 € les 12 semaines pour une combinaison très efficace. Et les génériques égyptiens, par exemple, sont 75 € les 12 semaines de traitement et donc la guérison du génotype 4. Donc, évidemment, quand vous avez 15 millions de sujets infectés, ça représente un très gros budget, mais bien sûr, les hospitalisations pour les complications hépatiques ou extra-hépatiques sont aussi très coûteuses. Et je le redis, toutes les études à un coût économique montrent que ces traitements sont coûts efficaces, alors même aux chiffres élevés. Les coûts sont probablement indignes de traitement, mais permettent de réduire des hospitalisations très coûteuses, permettent d'éviter des transplantations hépatiques, c'est 100 000 € la première année. Et puis, comme pour le vaccin, il faut juste se souvenir que ces coûts élevés permettent la distribution presque gratuite de génériques dans les pays du Sud. On considère que dans le monde, sur les 71 millions de sujets infectés, c'est probablement 5 millions de sujets qui ont été traités, dont les 3/4 ont été traités avec des médicaments à bas prix, évidemment grâce au prix des pays du Nord. C'est exactement la même chose, vous le savez, pour le VIH, c'est 5/6 des patients traités dans le monde qui le sont avec des génériques à bas prix. Voilà, donc une infection systémique dont on guérit avec des traitements très simples, avec une réversion des manifestations hépatiques et extra-hépatiques, et avec des possibilités probablement d'accès aux soins pour lesquels il y a beaucoup d'améliorations à apporter, mais le plan de l'OMS est malheureusement probablement un petit peu trop optimiste aujourd'hui. Et donc je vous remercie pour l'invitation, pour votre attention, et je remercie tous mes collègues et amis de la cohorte Hépater qui commencent à générer des résultats intéressants. Merci beaucoup.